Depuis quelque temps, la droite est à nouveau très divisée sur la question de l'Occident. Faut-il défendre coûte que coûte l'Occident en vertu de notre unité civilisationnelle et de la supériorité de celui-ci, réelle ou supposée? Faut-il distinguer l'Europe de l'Occident? Ou faut-il même carrément rejeter l'Occident, rejeter notre civilisation pour ce qu'il est devenu, en vertu d'une attitude qu'on qualifierait d'anti-moderne et d'une défense du monde traditionnel? Ces questions ne sont pas neuves en soi. Elles ont réapparu avec force récemment avec la guerre en Ukraine, bien entendu, mais elles réapparaissent au fond périodiquement depuis plus d'un siècle au moins, avec des reformulations, des adaptations en tout genre, et on peut suivre le fil de ce débat dans le temps assez facilement. Or justement, je voudrais vous proposer aujourd'hui de nous pencher sur une première confrontation de ces idées qui eut lieu il y a un siècle exactement, une confrontation intellectuelle qui opposa Henri Massis et René Guénon. Henri Massis, le défenseur de l'Occident, et René Guénon, le défenseur de l'Orient traditionnel. René Guénon, vous le connaissez certainement tous au moins de nom. Métaphysicien et orientaliste français, pourfendeur du monde moderne, au nom des principes de la tradition primordiale, et auteur de livres comme Orient et Occident, La crise du monde moderne, ou Le règne de la quantité par exemple. En plus de cette vidéo-ci sur Henri Massis, donc, j'ai également réalisé une autre vidéo sur mon espace privé, sur La crise du monde moderne de René Guénon. Un lien sera mis en description de cette vidéo si cela vous intéresse d'accéder à cet espace. Si j'ai décidé de faire cette vidéo supplémentaire, c'est justement parce que ce livre de René Guénon fut écrit en grande partie en réponse à Henri Massis. Et mon but est donc d'explorer ces deux thèses antagonistes, la défense de l'Occident par Henri Massis, que nous allons voir là maintenant dans cette vidéo-ci, et la critique de l'Occident par René Guénon dans cette autre vidéo privée. Or, si René Guénon est relativement bien connu, Henri Massis, lui, est de nos jours assez oublié. Il est né en 1886, donc la même année que René Guénon, les deux hommes sont donc exactement de la même génération, et il fut l'un des grands piliers de la galaxie maurassienne. On se souvient bien sûr davantage du trio Maurras, Bainville, Léon Daudet, mais l'Action française a compté bien d'autres intellectuels de renom, et Henri Massis fut une plume importante du mouvement. Alors je ne pense pas qu'il ait directement écrit dans le quotidien de l'AF, vous pouvez me corriger en commentaire si je me trompe, mais il a, par exemple, co-dirigé avec Jacques Bainville la Revue universelle. Et il fut une plume d'autant plus importante pour le mouvement qu'il sera un des maurassiens les plus lus à l'étranger, ce qui est d'autant plus notable que la plupart des auteurs de l'AF seront au fond assez peu traduits, ce qui fait dire au professeur Olivier Dard qu'Henri Massis sera en quelque sorte un ambassadeur de la culture maurassienne à l'étranger. Après avoir été très proche de Maurice Barrès dans sa jeunesse, Henri Massis se tournera ensuite vers l'Action française et vers Maurras en particulier, pour lequel il aura une très grande admiration. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Henri Massis publiera un Maurras et notre temps en 2 volumes, qui peut être comparé, toute proportion gardée, aux conversations de Goethe avec Eckermann, en ce sens qu'il rapporte les propos du maître sur toutes sortes de sujets. C'est vraiment une lecture passionnante si vous vous intéressez à Maurras, je vous conseille ce livre. Toutefois, même si Henri Massis était très proche des maîtres de l'Action française, il était beaucoup plus catholique qu'eux. Henri Massis était vraiment ce qu'on peut appeler un auteur catholique, ce qui n'était pas vraiment le cas de Maurras ou de Bainville, par exemple. Henri Massis était d'ailleurs très ami avec Jacques Maritain, l'un des tout grands noms du néo-thomisme de l'époque, en qui il voyait un frère spirituel, et les deux hommes tenteront même de créer une sorte de NRF catholique avec la collection Le Roseau d'Or chez Plon. C'est d'ailleurs dans cette collection que paraîtront des ouvrages comme Sous le soleil de Satan de Bernanos, L'homme éternel de Chesterton, ou encore, par exemple, Un nouveau Moyen-Âge de Nicolas Berdyaev. Il y avait là, chez ces deux hommes, l'ambition de mettre en avant des auteurs catholiques, ou du moins des auteurs chrétiens. Toutefois, là où Maritain quittera l'AF en 1926, après la condamnation de celle-ci par le pape, Henri Massis, lui, restera aux côtés de Maurras. Henri Massis était d'abord un esprit littéraire, et il commencera sa carrière dans les lettres comme critique. Son premier livre s'intitulera « Comment Émile Zola composait ses romans ». Et par la suite, il publiera encore d'autres critiques littéraires sur,
Pascal ou Péguy, par exemple, qu'il admirait, ou sur André Gide et Romain Rolland, qu'il abhorrait. Mais c'est en 1927 qu'il s'illustrera enfin comme auteur politique, avec un essai qui marquera son temps. Un essai au titre retentissant, La défense de l'Occident. Alors, il faut se remettre dans le contexte intellectuel de l'époque. L'entre-deux-guerres est marqué par une période de doute et de remise en question. Après une foi inébranlable dans le progrès et dans l'avenir glorieux de la civilisation occidentale, tous ces espoirs ont volé en éclats avec la terrible guerre qui a ravagé le continent pendant 4 ans. Et les Européens ne sont plus si certains que leur ascension est assurée à jamais. Au contraire, c'est même la recrudescence d'un certain pessimisme culturel, avec cette idée que la civilisation pourrait bien mourir. C'est le déclin de l'Occident de Spengler, c'est aussi la crise de l'esprit de Paul Valéry, où l'on lit que les civilisations sont mortelles. Et c'est surtout, on l'oublie parfois, le choc provoqué par la révolution bolchevique, en laquelle on voit la négation pure et simple du monde traditionnel européen. Il s'agit donc de repenser l'avenir de l'Europe et du monde, et les penseurs de cette époque se diviseront en diverses orientations. Certains, par exemple, mettront toute leur foi dans le monde communiste naissant. D'autres, disciples de Nietzsche généralement, comme les révolutionnaires conservateurs en Allemagne, prendront acte de la mort du monde ancien. C'est le cas d'auteurs comme Ernst Jünger, Müller van den Bruck par exemple, et c'est un courant, une tendance que l'on retrouve aujourd'hui encore jusque dans ce qu'on appelle la nouvelle droite. L'Occident comme déclin de Guillaume Fay par exemple, dont je vous avais parlé en vidéo, est totalement représentatif de ce courant. D'autres développeront une critique radicale du monde moderne et de l'Occident en particulier comme étant la civilisation ayant accouché du monde moderne, et iront par conséquent s'intéresser à l'Orient comme dépôt de la tradition. C'est le cas de René Guénon par exemple. Et d'autres enfin, des chrétiens, miseront sur une renaissance de l'Europe ou de la civilisation occidentale si elle est revivifiée par un retour au christianisme. C'est le cas d'auteurs comme Nicolas Berdyaev, par exemple, avec son Nouveau Moyen-Âge, dont j'ai également parlé sur mon espace privé, mais aussi de Chesterton en Angleterre, par exemple, ou de Jacques Maritain et d'Henri Matisse en France. La défense de l'Occident d'Henri Matisse est un livre très important pour ce courant de pensée. Et un livre très important pas seulement en France, mais également à l'étranger, car, comme je l'ai dit, Henri Matisse sera lu en dehors de France et son livre aura un véritable retentissement européen. Il sera en effet traduit en anglais et préfacé par Chesterton, traduit également en espagnol, en allemand, en polonais aussi, je crois, et en 1949, il sera même traduit en portugais. Après-guerre, le livre sera encore considéré comme un classique de la pensée de droite pendant quelques temps. La revue de Maurice Bardèche, par exemple, Défense de l'Occident, qui paraîtra de 1952 à 1982, s'intitulera ainsi en référence directe à ce livre. Dans ce livre, Henri Matisse entend combattre aussi bien les pessimistes comme Spengler que les tenants d'une régénération de l'Occident par l'Orient. Alors par ces derniers, Henri Matisse entend combattre bien sûr tous ceux qui font appel à l'Orient bolchevique, la Russie très concrètement, mais aussi tous ceux qui souhaitent revivifier la pensée occidentale par le recours aux pensées orientales, indiennes et chinoises en particulier. Or, c'est en lui-même, pense Henri Matisse, que l'Occident doit retrouver les principes de son redressement, et pas dans l'Orient. Ce qui importe à Matisse, c'est que l'Occident retrouve sa cohérence interne et renoue avec les principes philosophiques et spirituels qui ont fait sa grandeur. Et devant la menace que constitue selon lui l'Orient, l'asiatisme philosophique en particulier, Henri Matisse invoque la loi du rempart. Et au fond, tous ses livres politiques ultérieurs ne seront que la reprise et l'approfondissement de ce thème, ainsi qu'il l'avouera lui-même. Le titre de défense que j'ai donné à mon livre sur l'Occident conviendrait sans doute à tous les ouvrages que j'ai ensuite publiés. À cette nécessité-là, j'ai cru devoir tout dévouer. En 1956, en effet, il reprendra d'ailleurs son livre dans un recueil intitulé « L'Occident et son destin ». Et dans l'introduction de celui-ci, il citera ce passage de l'américain James Burnham, provenant du livre « The Managerial Revolution ». La civilisation occidentale, écrivait Burnham,
n'est pas toute la civilisation humaine. L'effondrement de l'Occident n'affecterait que le vernis occidental imposé aux autres civilisations. Dans le vide creusé à l'Occident, pourraient bien affluer alors les eaux venues de la Chine, de l'Inde ou de l'Islam. L'ordre politique de l'Empire universel serait imposé du dehors, et les peuples de l'Occident joueraient dans le dernier stade de leur histoire le rôle du prolétariat impérial. L'Occident a en effet dominé au cours du siècle précédent, pense Henri Massis. Mais cela ne signifie pas que sa suprématie est assez assurée et que les autres civilisations ne chercheront pas à prendre leur revanche. En apparence, le monde occidental semble s'être répandu absolument partout, au sens où le monde entier se sert notamment des techniques inventées en Occident. C'était vrai en 1927, et cela est encore plus vrai à notre époque. Devant cette uniformisation du monde, les progressistes crurent déceler un avenir entièrement pacifié, où l'humanité tout entière vivrait désormais de façon unie. Or, pense Henri Massis, c'est justement à l'heure où le progrès de la technique se flatte de réaliser l'unité du genre humain que se produit la plus complète rupture d'équilibre qu'on ait jamais connue. Et Maurras disait la même chose dans son ouvrage Qu'il et Tanger. Le genre humain est moins uni que sous Titus, où toutes les races civilisées se groupaient sous les mêmes faisceaux. Le genre humain est moins unifié que du temps de Saint Louis, où toutes les races chrétiennes étaient fédérées sous la tiare. Le constat me semble ici très juste. Selon l'idéologie progressiste ou humanitariste, la facilité des communications matérielles devrait réaliser l'union des hommes. Mais cette idéologie confond le fait d'uniformiser le monde avec le fait de l'unir. L'intensification des communications ou des échanges transnationaux ne détermine aucunement l'amitié des peuples de façon mécanique. Comme le disait encore une fois Maurras, la découverte de la navigation n'a point aboli la patrie, elle a au contraire stimulé les rivalités internationales. En vérité, le monde s'uniformise en même temps qu'il se divise avec le progrès technique. Pour prendre un exemple plus contemporain, le téléphone permet d'atteindre tous les points de la planète, mais il isole aussi davantage les individus dans leur chambre qu'ils ne l'étaient autrefois. C'est que cette uniformisation du monde ne se fait que d'un point de vue matériel. Or, comme le résumait magnifiquement Maurras, la matière est essentiellement diviseuse et les hommes ne communiquent que dans l'immatériel. Or justement, c'est la fin d'un principe spirituel commun qui a conduit au morcellement de l'Europe, déplore Henri Massis. Son unité connut une première défaite avec la Réforme, mais la cassure de 1914 est plus grande encore. Ne croyant plus en elle-même, l'Europe devient fantomatique et méconnaissable. Mais pendant que l'Europe se décompose, le reste du monde, et l'Asie en particulier, pensait Henri Massis, se réveille. À l'antique et facile soumission a succédé une hostilité sourde et parfois une véritable haine qui n'attend que l'heure propice pour passer à l'action. De Calcutta à Shanghai, des steppes mongoles aux plaines anatoliennes, toute l'Asie est travaillée par un sourd désir de libération. La suprématie à laquelle l'Occident était accoutumé depuis le jour où Jean Sobieski eut définitivement arrêté la ruée des Turcs et des Tartares sur les murs de Vienne, cette suprématie n'est plus reconnue par les Asiates. Ces peuples aspirent à refaire leur unité contre l'homme blanc dont ils proclament le désastre. Devant ce qu'il voyait comme la menace de l'Asie, Massis prit donc le parti d'un redressement intérieur de l'Occident et dénonça ce qu'il appelait les propagandistes de l'Orient. Or, pour lui, l'Occident était directement menacé de l'intérieur par l'Allemagne d'une part et à sa frontière par la Russie d'autre part. Ces deux pays occupent donc les réflexions des premiers chapitres. Commençons par l'Allemagne. Henri Massis est un Français de son temps et un Maurassien surcroît. Son hostilité envers l'Allemagne n'est donc pas très surprenante. Néanmoins, il ne faut pas balayer ces réflexions du revers de la main comme s'il ne s'agissait là que de l'expression d'un pur chauvinisme. Même si je ne suis moi-même pas du tout hostile au monde germanique, loin de là même, certaines de ces vues ne sont pas dénuées d'intérêt, pour peu qu'on les accueille avec nuance. Pour Henri Massis, la civilisation occidentale se définit avant tout par sa latinité, c'est-à-dire par son héritage romain
repris par le catholicisme. Or, c'est d'abord en Allemagne qu'on trouve un état de protestation permanente contre l'idée romaine, écrit-il. C'est un pays dont l'esprit hésite perpétuellement entre la mystique asiatique et la latinité. Alors parler de mystique asiatique pour l'Allemagne peut surprendre et est effectivement le produit d'un excès de langage pamphlétaire, mais voyons quand même l'élément de vérité qui s'y cache. Les auteurs allemands eux-mêmes ont souvent eu le sentiment, au tournant du XXe siècle, que l'Allemagne suivait sa propre voie, que son évolution était différente de celle du reste de l'Occident. C'est ce qu'on appellera plus tard la Sonderweg, la voie particulière. Et c'est tout un thème qui sera développé par la suite, autant pour célébrer le génie de l'Allemagne que pour la dénoncer. Or justement, pour Henri Massis, si l'Allemagne emprunte une voie particulière, c'est parce qu'elle n'a jamais accepté complètement la romanité et qu'elle se montre constamment attirée par l'Orient, que ce soit Byzance, la Russie, l'Inde, la Chine, etc. Walter Rathenau, par exemple, le ministre allemand des Affaires étrangères, disait en 1922, peu de temps avant son assassinat, « Le soir tombe sur l'Europe, de plus en plus, tout nous oblige à regarder vers l'Est. Pour nous, Allemands, c'est une question de vie ou de mort. » Et depuis l'époque de Schopenhauer au moins, qui s'était passionné lui-même pour les philosophies hindoues et bouddhistes, les ayant même introduites en Allemagne, le monde intellectuel allemand tourne de plus en plus le regard vers l'Orient. Les Allemands, écrivait aussi Romain Rolland, d'une vitalité plus exigeante et plus tourmentée, ont, les premiers, demandé à l'Asie l'aliment que leur esprit affamé ne trouvait plus à son gré en Europe. Au début du XXe siècle, ce rapprochement avec l'Asie se faisait soit par des intérêts intellectuels, comme l'indomanie par exemple, soit de manière plus politique, par l'Ostorientierung, l'orientation vers l'Est, par une volonté de se rapprocher de la Russie contre l'Occident par exemple. On pense à des auteurs comme Müller-Vandenbruck ou Ernst Niekisch. D'un point de vue culturel, cela se marque en Allemagne par la véritable frénésie qui lutte autour de l'œuvre de Dostoïevski. Ce dernier devint le héros littéraire de la jeunesse, bien davantage que Goethe ou Schiller. Ainsi que l'écrivait le romancier Hermann Hesse à l'époque, « Jetez un coup d'œil sur la poésie actuelle, vous y observerez partout la même affinité avec Dostoïevski. L'idéal des Karamazov, vieil idéal asiatique empreint d'occultisme, devient peu à peu l'idéal européen et tend à engloutir l'esprit occidental. C'est ce que pour ma part j'appelle la ruine de l'Occident. Cette déchéance est une rentrée dans l'alma mater, un retour à l'Asie, aux sources, aux mers dont parle Faust, et il va de soi que comme de toutes les morts, cette mort engendrera une nouvelle naissance. » Et le philologue Robert Ernst Curtius écrivait également « La jeune Allemagne regarde vers l'Est et tourne le dos à l'Occident. C'est là un instant décisif. Ce fut toujours un besoin de l'esprit allemand d'aller puiser des forces au-delà de lui-même, de se laisser féconder par les éléments étrangers qui conviennent à sa propre nature. Mais là où cette tendance se montre vivante, là où elle n'est pas entravée par un nationalisme pédantesque et prématurément sénile, elle se tourne vers la Russie et, plus loin encore, vers l'Inde et la Chine. Les sympathies qu'une partie de notre jeunesse accorde au bolchevisme ne sont qu'un signe extérieur de cette tendance. Peu importe l'attitude politique qu'on adopte à l'endroit du bolchevisme, ce qu'il y a d'éminemment remarquable dans son apparition, c'est qu'il est l'expression d'un changement des tendances de l'esprit occidental. Toutes ces orientations vers l'Est ont ceci de commun, commentait Henri Massis, qu'elles postulent la faillite de la culture occidentale et qu'elles tentent à établir la décadence définitive de la latinité. La grande idée est que les malheurs qui se sont abattus sur l'Allemagne viennent du maudit esprit romain. L'Orient que prônent ces idéologues est un Orient construit contre l'idée occidentale, écrit-il. Et ensuite, nous avons la Russie, continue Henri Massis, qui fait plus ou moins la même expérience, mais de façon plus aiguë encore. Après 2 siècles d'européanisation seulement, la Russie, dit-il, retourne à ses origines asiatiques. La Russie se dresse et dresse tous les peuples de l'Orient contre l'Europe.
La Russie communiste se dresse, menaçante, et tente d'orienter la lutte de tous les peuples du tiers-monde contre l'Occident. Mais pour Henri Matisse, la politique bolchevique s'inscrit assez fidèlement dans l'histoire de la Russie. Il n'y voit pas de contradiction majeure. Alors cela peut surprendre de nos jours, vu la russophilie désormais assez présente à droite depuis le début des années 2000. Mais cela n'était pas du tout le cas dans la droite française du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Au contraire même, le pouvoir russe apparaissait globalement comme une puissance menaçante. Bonald, la grande figure de la contre-révolution, craignait par exemple le temps où l'Europe, tel l'Empire romain finissant, subirait l'assaut des invasions barbares venues de Russie cette fois. Ou Ernest Renan, qui redoutait que les ennemis de l'Europe se regroupassent autour, je le cite, d'un nouveau Gengis Khan moscovite. Astolphe de Custine, jeune aristocrate français qui était parti en Russie en 1839 dans l'espoir d'y trouver l'incarnation de son idéal monarchiste, en était même rentré désabusé. J'ai trouvé chez les Russes que le principe de la monarchie absolue, appliqué avec une conséquence inflexible, mène à des résultats monstrueux. Mais surtout, dénonça Custine, la Russie, qui apparaissait comme un bastion du conservatisme sous Nicolas Ier, n'hésitait pas en vérité à favoriser les mouvements de gauche ou les mouvements révolutionnaires sous le continent européen pour l'affaiblir. La Russie, écrivait Custine, fomente chez nous l'anarchie dans l'espoir de profiter d'une corruption favorisée par elle, parce qu'elle est favorable à ses vues. C'est l'histoire de la Pologne recommencée en grand. Depuis de longues années, Paris lit des journaux révolutionnaires dans tous les sens, payés par la Russie. L'Europe, dit-on à Pétersbourg, prend le chemin qu'a suivi la Pologne. Elle s'énerve par un libéralisme vain, tandis que nous restons puissants précisément parce que nous ne sommes pas libres. Patientons sous le joug, nous ferons payer aux autres notre honte. Ainsi, loin de voir dans la révolution de 1917 une rupture dans l'histoire russe, Henri Matisse y voyait plutôt la métamorphose d'une menace déjà annoncée par la tradition de la droite française, mais même de la droite européenne. C'est Juan Donoso Cortés, il faut le rappeler, qui fut le premier à prédire que la Russie sera le fer de lance de la révolution communiste mondiale. Si la Russie, sous Pierre le Grand, fut l'avant-garde de l'Europe en Asie, la Russie soviétique redevient, comme à l'époque des grands khans mongols et tartares, l'avant-garde de l'Asie en Europe. Et en vérité, assurait même Henri Matisse, le bolchevisme est même plus qu'un ennemi politique. Il se fonde sur un principe anti-occidental et se tient comme antagoniste logique et résolu de la grande tradition spirituelle de l'Europe. Culture hellénique, monde latin, civilisation chrétienne, tels sont les ennemis de la Russie soviétique. Or, la révolution bolchevique n'est pas une rupture, disais-je. Elle est plutôt la fin d'une équivoque, d'un paradoxe qui durait depuis Pierre le Grand. Le conflit qui opposa occidentalistes et slavophiles trouve en fait sa résolution, sa synthèse au sens hegelien du terme, si je puis dire, dans le bolchevisme. Henri Matisse est en effet très bien informé de la tradition intellectuelle russe et cite à l'appui de ses propos Tchadaïev, Herzen, Danilevski, Troubetskoï, Soloviev, etc. Toute la littérature philosophique russe tourne en effet autour de ce constat identitaire et civilisationnel. La Russie est étrangère à l'Europe. Tchadaïev lui-même, pourtant le père du courant dit occidentaliste, qui prônait le retour de la Russie dans l'Europe, partait lui aussi de ce constat. Nous n'avons jamais marché avec les autres peuples, nous n'appartenons à aucune des familles du genre humain, nous ne sommes ni de l'Orient ni de l'Occident, et nous n'avons les traditions ni de l'un ni de l'autre. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce personnage fascinant qu'était Tchadaïev, j'ai également réalisé une vidéo sur lui sur mon espace privé. Un peuple sans expérience historique, disait Henri Matisse, voilà le peuple russe. Il n'a pas eu le Moyen-Âge. La longue et laborieuse éducation des peuples européens lui a manqué. Une brutale barbarie d'abord, des luttes de tribu à tribu qui continuèrent 2 ou 3 siècles après qu'elles eurent cessé en Occident, puis un christianisme vicié par l'esprit du bas-empire, et, avant que ce germe ait eu le temps d'éclore, c'est l'invasion mongole, le reflux vers l'Asie qui reprend sa proie. Suivent 400 ans de domination étrangère sous le joug féroce des grands khans tartares qui façonnent leurs sujets aux mœurs dégradantes des despotats orientaux,
telle fut la jeunesse de ce peuple qui ne sortit du paganisme que pour être colonisé par les Asiates envahisseurs. Baville disait d'ailleurs la même chose dans ses articles de l'époque. 80 ans ne changent rien à la nature et à l'histoire des peuples, écrivait-il, en pensant à la politique d'occidentalisation de la Russie, et le marquis de Custine marquait comme le trait dominant qui sépare la Russie, à formation asiatique, de l'Occident latin, cette différence fondamentale. La Russie est à peine aujourd'hui à 400 ans de l'invasion des barbares, tandis que l'Occident a subi la même crise depuis 14 siècles. Une civilisation de 1000 ans plus ancienne met une distance incommensurable entre les mœurs d'une nation. Le rapport au temps et le rapport au passé des ancêtres en particulier est donc ce qui distinguerait le plus la Russie de l'Europe. L'écrivain russe Gorki avait lui-même fait cette remarque très profonde que cite Henri Massis. L'homme de l'Occident, dès qu'il est debout sur ses pattes de derrière, voit partout les résultats monumentaux du travail de ses ancêtres. Depuis les canaux de la Hollande jusqu'aux vignobles du Vésuve, depuis le grand labeur de l'Angleterre jusqu'aux puissantes usines de Silésie, toute la terre d'Europe est couverte abondamment par les incarnations grandioses de la volonté organisée des hommes, la volonté qui s'est assignée un fier but, soumettre les forces élémentaires de la nature aux intérêts raisonnés de l'homme. La terre est entre les mains de l'homme et il est réellement son maître. L'enfant de l'Occident suce cette impression et elle éduque en lui la conscience de la valeur humaine, le respect de son travail et le sentiment de son importance personnelle en tant qu'héritier des prodiges du travail et de l'œuvre des ancêtres. De telles pensées, concluait Gorki, de tels sentiments, de telles appréciations ne sauraient naître dans l'âme du paysan russe. La plaine sans bornes sur laquelle se pressent les villages de bois couverts de chaume a la propriété pernicieuse de vider l'homme, d'épuiser en lui les désirs. Le paysan sort des limites du village, il regarde autour de lui et, quelque temps après, on aperçoit les traces durables du travail et de la création. Tout alentour, une plaine illimitée, et au centre, un petit homme infime jeté sur cette terre ennuyeuse pour y accomplir un labeur de forçat. Et l'homme se rassasie de ce sentiment d'indifférence qui tue la capacité de penser, de se rappeler ce qu'on a vécu et de tirer de l'expérience des idées. L'immensité de la Russie et le manque de poids historique qui repose sur cette terre conduisent à un manque d'attachement et de fixité. Point de demeure stable qu'il soit pénible de quitter, mais des chaumières de bois que l'incendie détruit sans cesse, d'où son indifférence pour la propriété individuelle, ce vague sentiment communiste qui est moins fait de désintéressement que d'imprévoyance et d'abandon. C'est pourquoi, disait Brian Chaninov, le paysan russe est plus proche du chinois, de l'anachorète tibétain, du paria hindou que du paysan européen. Une autre citation, de Herzen cette fois. Le respect du passé, demandait-il, mais quel est le point de départ de l'histoire moderne russe, sinon l'entière négation de la tradition? Nous sommes indépendants, parce que nous ne possédons rien, rien que nous puissions aimer. Chez les vieilles nations occidentales, le passé est aussi vivant que le présent. Nous sommes aussi indépendants dans le temps que dans l'espace. Nous n'avons ni souvenir qui nous lie, ni héritage qui impose des devoirs. Ainsi, non seulement la Russie a connu un développement différent de l'Europe, du fait du schisme religieux, de la domination mongole, de l'éloignement des sources chrétiennes et de la culture antique par l'emploi de la langue slavone dans la liturgie par exemple, etc., mais elle est même devenue un anti-Occident, pense Henri Massis. Il nous donne un exemple frappant. Les saints russes, et même les simples moines en fait, contrastent totalement avec les saints et les moines catholiques de l'Occident. Ces derniers priaient, bien sûr, mais ils ne négligeaient pas non plus le travail manuel. Ora et labora, prie et travail, disait-on chez les bénédictins. Et la contribution des moines à l'économie médiévale européenne est considérable. En Russie, à l'inverse, où le rôle des moines ne fut pas moins considérable, on ne trouve rien de tel. Pour le peuple, écrit Henri Massis, le modèle du religieux, c'est l'anachorète du désert. Ce n'est pas le besoin de se grouper pour la lutte,
mais l'amour de la retraite, le renoncement au monde et à ses combats. Trop de moines russes n'avaient en vue ni l'activité intellectuelle, ni le travail manuel, ni la charité, ni l'apostolat. Ils semblaient plus proches des lamas tibétains que des fils de saint Dominique ou de saint Benoît. Aux yeux d'Henri Matisse, l'occidentalisation temporaire de la Russie ne fut donc en rien une véritable volonté de devenir européenne, mais une tentative de se mettre techniquement au niveau de l'Occident pour mieux le défier par la suite. C'est d'ailleurs tout le sens de cette parole qu'on attribue généralement à Pierre le Grand lui-même. L'Europe nous est nécessaire pendant quelques dizaines d'années, puis il faudra lui tourner le dos. Or, maintenant que la Russie a rattrapé une bonne partie de son retard, elle peut réaffirmer son hostilité, ce qu'elle fait à travers la doctrine communiste. Tournons-nous vers l'Asie, disait Lénine. Nous viendrons à bout de l'Occident par l'Orient. Et au congrès de Bakou de 1920, Zinoviev disait également « La Russie tend la main à l'Asie, non pas pour qu'elle épouse son idéal, ni pour qu'elle partage ses conceptions sociales, mais parce que les 800 millions d'Asiatiques lui sont nécessaires pour abattre l'impérialisme et le capitalisme européen. » Et dans ce combat contre la culture romano-chrétienne, Henri Matisse croyait déceler une sorte de complicité entre la Russie et l'Allemagne. Tel était d'ailleurs aussi le point de vue de Dostoïevski, qui voyait dans l'Allemagne une protestation vivante contre, je le cite, « la civilisation imposée par l'Empire romain à l'Europe occidentale ». Si les Allemands n'ont jamais exprimé leur doctrine et leur idéal propre pour les substituer de façon positive à la vieille idée romaine ébranlée par eux, disait Dostoïevski, je crois qu'ils seront un jour en situation de prononcer ce mot rayonnant de nouveauté et par là de prendre décidément la tête de l'humanité supérieure. Et si Dostoïevski reprochait à l'Allemagne son luthérianisme inconséquent, il n'en était pas moins partisan d'une alliance politique avec elle. La question russe divisera d'ailleurs fortement l'Allemagne de cette époque, y compris dans le parti national-socialiste naissant, où certains se montraient favorables à une alliance avec la Russie bolchevique contre l'Ouest libéral. Henri Matisse, lui, distinguait plusieurs Allemagnes, notamment une Allemagne du Sud, catholique, et celle du Nord, prussienne et luthérienne, comme si le pays était en prise à une sorte de dualité de civilisation. À cette même époque, en France, d'autres esprits s'inquiétaient de cette possible alliance. Maurras, par exemple, disait « Tant qu'il y aura une Pologne, Berlin c'est Moscou et Moscou c'est Berlin ». Ou encore, dans Mesure de la France, Drieux-La Rochelle assignait justement à la Pologne et aux autres pays d'Europe centrale la mission d'empêcher ce rapprochement. Leur rôle immédiat à ces pays, écrivait-il, à eux qui confinent dangereusement avec la Germanie, avec la Russie et l'islam, est de gêner, d'empêcher. D'empêcher que l'Allemagne, qui par le meilleur de sa culture est occidentale, cesse d'être une nation européenne et cède à la monstrueuse et passagère tentation de devenir orientale, ou tout au moins à la redoutable chimère de jouer avec les forces de l'Orient sans craindre d'être débordé par elles. Mais la menace identifiée par Henri Matisse n'est pas seulement là, dans l'alliance politique de ces deux pays, ou dans la menace russe. Il voyait la menace plus généralement dans le réveil de l'Asie et la pénétration des idées orientales en Europe, par l'entremise notamment de la philosophie allemande et du mysticisme russe. L'intérêt pour le bouddhisme, pour l'Inde et le Vedanta, pour la philosophie chinoise, pour l'islam par exemple, inquiète Henri Matisse qui y voit des ferments de dissolution. L'Inde de Gandhi, de Tagore, ne prêche la tolérance de toutes les religions que pour réveiller ses propres croyances et pour mieux dissoudre les nôtres. À l'Occident, dénoncé comme maléfique et matérialiste, les propagateurs de l'Orient opposent une Asie qui ne serait, elle, que pur esprit. Cette ardente revendication de l'Asie, opprimée contre les excès de la concupiscence européenne, écrit Henri Matisse, vous la trouverez 100 fois exprimée depuis 10 ans sous une forme identique par tous les nationalistes orientaux, que ce soit aux Indes, en Chine ou au Japon. C'est le thème inlassablement repris de la prédication conjuguée des Tagore, des Gandhi, des Okakura, des Kuming et de tous leurs sectateurs. La force par laquelle l'Occident prospère, disent-ils d'une voix unanime, est une force de mal. La civilisation présente de l'Europe
est la possession exclusive du diable, mais elle ne se livre à lui que pour glisser sur les chemins fallacieux de la prospérité jusqu'au bord du cataclysme. Shoko Ikuta, par exemple, à qui le Japon doit pourtant ses traductions de Nietzsche, de Gabriele D'Annunzio, de Dante ou même de Karl Marx, écrivait en 1924 pour la Ligue orientale de Tokyo: la civilisation occidentale, enfoncée dans le matérialisme, est à la veille de sombrer. Notre Ligue n'aura de raison d'être que si elle entreprend de renouveler la vie de l'humanité. Ce qui s'impose, c'est d'orientaliser encore une fois le monde. D'une certaine façon, remarque Henri Massis, c'est l'Occident qui a réveillé le monde asiatique en dormition depuis plusieurs siècles. Par l'enseignement et par l'usine, par le négoce et par le livre, par la machine et par les armes, il lui a communiqué ses aspirations et ses besoins, sa volonté de puissance et ses idéaux. En modernisant ces pays, en leur apportant ses idées, ses codes et ses techniques, l'Europe les a réveillés de leur léthargie. À l'arrivée des Européens, écrivait-il, la plupart de ces peuples étaient en complète décadence. La conquête eut pour eux la valeur d'un risorgimento et leur a rendu la conscience d'eux-mêmes. Aussi peut-on dire que, de l'européanisation de l'Asie, est sortie la révolte de l'Asie contre l'Europe. Or, comme le faisait remarquer Paul Morand à son tour, pour l'Asie, tous les Blancs se ressemblent, tous les Blancs ne font qu'un peuple. À l'Europe ignorante, isolée, divisée, sceptique, les yeux mal ouverts à l'évidente simplicité du conflit actuel, s'oppose une doctrine ardente, cohérente, méthodique, parfaitement informée, tendue de toute la force de ses dirigeants vers la destruction d'une vieille société qui ne se défend qu'avec des armes de paix contre qui l'attaque avec des armes de guerre. Devant ce réveil des peuples, Henri Massis urge ainsi les Français et les Occidentaux à réaffirmer avec force les bases de leur propre civilisation plutôt que de se laisser aller au mirage de l'Orient. Il ne faudrait pas que ces derniers soient vaincus par ceux-là même qu'ils ont soumis, de même que les Romains, dit-on, furent finalement vaincus culturellement par les Grecs. À ses yeux, il n'y a aucune fatalité dans le déclin. Seules périssent les sociétés qui négligent les conditions de toute vie et de toute liberté, à savoir la loi du rempart. Que l'Occident ait emprunté une voie toute matérialiste, Massis ne le nie pas. Ce qu'il refuse, c'est qu'on présente le bouddhisme, l'hindouisme ou l'islam comme contrepoids susceptibles de nous retenir dans cet engloutissement matérialiste. Nous avons besoin de nous retrouver et non pas de nous perdre, écrit-il. À en croire les tenantes de ce pseudo-orientalisme, l'Occident n'aurait aucune ressource intérieure, intellectuelle ou spirituelle lui permettant de surmonter lui-même cette phase. Il faudrait forcément s'abreuver aux sources de l'Orient. Pour certains esprits d'aujourd'hui, écrit-il, la théologie mystique et l'ascétisme chrétien sont choses si méconnues qu'il leur faut découvrir les vertus de la contemplation, du sacrifice, dans la vie du Mahatma Gandhi. Et s'ils exaltent les vœux monastiques, ce sont ceux des Satyagraha Atman. Suffirait-il, comme l'observe Jacques Maritain, qu'on appelât Bhagavad Gita la somme de saint Thomas, qu'on fît du concile de Trente une assemblée de lamas tibétains, qu'on habilla Jean de la Croix ou saint François d'Assise en bhikshu et le curé d'Ars en shramana, bref, qu'on affubla d'oripeaux asiatiques la religion de chez nous, pour que ces esthètes, épris de sagesse exotique, entreprissent d'en faire la découverte et d'en admirer la profondeur. Le recours à l'Orient ne constitue en rien une porte de salut à ses yeux, ce n'est qu'une voie de perdition. Car l'Occident se distingue fondamentalement de l'Orient, dit-il, par les rapports que l'homme entretient avec l'univers. En Occident, l'homme a voulu être. Il n'a pas consenti à se perdre dans les choses, à ce que la personne humaine ne fût rien qu'une simple dépendance de la nature qui, pour l'oriental, se joue dans l'illusion des formes vivantes et confond toute vie dans une immense équivoque. Cette sentence d'Anaxagore est à ses yeux la marque de la pensée occidentale, une parole que Maurras citait d'ailleurs très souvent. Au début, tout était confondu, l'intelligence vint qui mit chaque chose à sa place. C'est de la vue de cet ordre, de la constitution de hiérarchie intellectuelle que se développe d'ailleurs la personnalité qui joue un rôle si important en Occident. Personnalité
qui se caractérise par sa capacité d'agir sur le monde. Toute la vie spirituelle et morale de l'Occident, écrit Henri Massis, s'alimente à cette idée mère, génératrice et rectrice d'un activisme qui, pour dérégler qu'il soit devenu, ne saurait être assaini en s'abandonnant au vertige intérieur et cosmique de l'Asie. Notre lutte contre les forces naturelles s'est matérialisée en ce qu'elles ne cherchent plus qu'à les asservir à nos propres besoins. Et l'on peut dire que l'homme occidental a perdu, ce faisant, le sens de sa destination véritable. Mais n'est-ce pas un matérialisme pire encore que celui qui consiste à identifier l'âme humaine à l'universelle confusion des choses? Henri Massis n'est finalement ici pas très loin de l'esprit faustien de Spengler pour caractériser la civilisation occidentale. Pour sauver cette dernière, il ne faut donc pas la dénaturer en cherchant sa négation. Certes, la civilisation occidentale semble tourner à vide, elle semble agir sans plus connaître le moindre but. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas arrêter son action. Ce qu'il faut, c'est l'innerver en lui soumettant un but transcendant. Et pour Henri Massis, ce but transcendant ne peut être offert que par le christianisme, car à ses yeux, le chrétien est le véritable homme faustien par excellence. Le chrétien, écrit-il, c'est le coureur dans le stade, l'homme qui tend toujours plus haut, qui inlassablement se porte de tout soi-même vers ce qui est hors de lui, en avant de lui, et qu'il n'atteindra qu'au terme de l'action, dans une lutte où la défaite est payée de plus que la mort. Le ciel où il aspire ne lui est pas proposé comme l'anéantissement du nirvana, mais comme devant être emporté de vive force par la violence. Quantum potes, tantum aude. Aussi Dieu est-il pour l'homme d'Occident le multiplicateur immense de la vie humaine qui l'élève jusqu'au partage de sa propre vie incréée, et c'est aux profondeurs d'une ascèse et d'une théologie optimiste que l'énergie occidentale s'alimente. Pour l'asiatique, Dieu n'est que l'intelligible, l'insondable, le pur vide, et ce pessimisme mystique aboutit aux tristesses de l'impuissance, à la destruction morale et mentale de l'être humain, à qui il ne laisse plus rien qu'une ample liberté de mourir. On comprend dès lors, à la lecture de ces lignes, toute l'hostilité que René Guénon éprouvera à l'égard de ce livre, auquel il répondra dans La crise du monde moderne, un de ses livres les plus connus, et à propos duquel j'ai réalisé une vidéo sur mon espace privé. Il est important de connaître également les arguments de René Guénon, car il représente assez bien le pendant politique et intellectuel d'Henri Massis. Ce qu'il est intéressant de noter au terme de cet exposé, c'est que Henri Massis, bien que maurassien, ne conclut finalement pas par politique d'abord, mais par spirituel d'abord. L'Occident doit se régénérer spirituellement s'il veut être capable de se redresser et de faire face au réveil des peuples d'Orient. Car pour nationaliste qu'il fût, l'idée d'une unité européenne ne lui paraissait pas un projet fou, pour peu que l'on réalise cette unité sur une idée transcendante, sous peine de s'effondrer. Cela est peu connu, mais Maurras lui-même a parfois exprimé certains regrets à l'égard de l'unité européenne qui existait au Moyen-Âge sous le nom de chrétienté et qui fut détruit par la Réforme. Maurras écrivait en effet ceci, par exemple: « Avant d'être français, italien, anglais ou germain, l'homme du Moyen-Âge fut citoyen d'une civilisation générale qui avait sa langue, son esprit, ses mœurs, sa foi, sa science, son art, ses façons de sentir, sans aucun souci de la borne des États. Cela était, cela n'est plus. Nous avons eu, mais nous avons perdu l'unité humaine. » Devançant l'unité européenne qui tentera de se faire après-guerre par l'économie, Henri Massis déclare que ce qu'il manque à l'Europe pour faire son unité, ce sont plutôt des saints, des grands saints, à la manière de Saint Vincent Ferrier par exemple, car ce sont de telles figures seulement qui bouleversent les cœurs au point de créer un nouvel ordre. Ainsi, de même que Berdyaev, la défense de l'Occident est donc pour Henri Massis la défense d'un nouveau Moyen-Âge au sens spirituel et élevé du terme. Ce n'est pas l'idéal oriental et occidental qu'on devrait opposer, écrivait-il, mais l'idéal du Moyen-Âge à l'idéal moderne, l'idéal de la perfection et de l'unité à celui du progrès et de la force diviseuse. Rien au reste de plus révélateur en ces temps d'universelle dissolution
que cette nostalgie du Moyen-Âge, ce regret du bel ordre de la chrétienté, ce désir de réinventer selon le type qu'il nous propose une civilisation véritable à caractère universel. Qu'il croit possible ou impossible d'en voir renaître les principes, les esprits les plus différents se tournent aujourd'hui vers cette grande époque organique où la communion dans une même foi avait fait de l'Europe entière un seul peuple. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis à la fois de découvrir un autre personnage, une autre figure intellectuelle importante de la tradition politique de la droite française, mais aussi qu'elle vous aura permis d'approfondir ou de découvrir d'autres arguments dans ce grand débat qui agite la droite sur la question de l'Occident, que vous partagiez ou non les réflexions d'Henri Massis d'ailleurs. Vous pouvez vous en nourrir et en faire votre propre miel si vous les acceptez avec nuance. Si c'est le cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de celle-ci pour aider au référencement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou les réflexions qui vous sont venues à l'écoute de celle-ci. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir davantage Henri Massis, voici quelques conseils de lecture pour approfondir cela de votre côté. Alors bien entendu, je vous conseille de lire La défense de l'Occident, qui, quelles que soient vos opinions d'ailleurs, est un livre important si vous vous intéressez aux questions politiques de cette époque. La défense de l'Occident, qui a d'ailleurs été repris, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, dans un recueil de textes en 1956, intitulé « L'Occident et son destin ». Moi, c'est l'édition dans laquelle j'ai lu La défense de l'Occident. Si vous le trouvez, c'est un recueil que je vous conseille, car il y a d'autres textes d'Henri Massis qui sont consacrés à cette question. Il y a d'abord une longue introduction d'une bonne 50aine de pages qui s'intitule précisément « L'Occident et son destin », donc, qui a été écrit dans les années 50. Et donc Henri Massis revient sur certaines choses, notamment il parle de l'Amérique également, dont il n'était pas vraiment question dans La défense de l'Occident en 1927. Il y a ensuite le texte de la défense à proprement parler. Et ensuite un texte qui s'intitule « L'Empire soviétique », qui a été écrit en 1944. Mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que quand ce livre était sorti à l'origine en 1944, il s'intitulait La découverte de la Russie. Donc il a repris ce livre, mais il en a changé le titre dans ce recueil. Donc voilà, c'est un recueil très intéressant que je vous conseille. Si vous vous intéressez à Henri Massis plutôt sur l'aspect du penseur catholique, je vous conseillerais de lire De l'homme à Dieu, qui avait été édité aux Nouvelles Éditions Latines, qui est un livre qui contient également une petite préface de Gustave Thibon, qui était son ami. Et là, bien, c'est vraiment le Henri Massis, penseur catholique, influencé par Thomas d'Aquin, et par toute cette tradition néo-catholique du début du XXe siècle que vous retrouverez, un livre très intéressant. Et si c'est plutôt vraiment l'action française, le monde maurassien qui vous intéresse, je vous conseille vraiment de vous procurer Maurras et notre temps, livre d'entretien avec Maurras en 2 volumes. C'est un livre passionnant, donc si vous vous intéressez à Charles Maurras, c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque et à lire crayon à la main. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ce livre d'Henri Massis a provoqué à l'époque la réponse de René Guénon. Alors René Guénon, évidemment, avait déjà écrit contre l'Occident, il avait déjà écrit Orient et Occident en 1924, je crois. Il avait eu des relations un peu houleuses avec Henri Massis. René Guénon avait proposé des articles, notamment à la Revue Universelle, et Henri Massis les avait refusés, ce qui avait provoqué l'ire de René Guénon. Et René Guénon, dans La crise du monde moderne, qui est probablement son livre le plus connu, à la fin du livre, dans le chapitre 8, je crois, L'envahissement occidental, cite expressément le livre d'Henri Massis, dont il dresse une critique assez forte. Ce qui est assez rare de la part de René Guénon, qui reste généralement dans des propos assez impersonnels. Ici, on voit que le livre d'Henri Massis l'avait vraiment fortement irrité, donc il n'a pas pu s'empêcher de lui répondre directement. Donc,
Je vous conseille évidemment donc soit de lire ce livre directement, en plus du livre d'Henri Massis, pour avoir vraiment les deux pendants, l'incarnation de ces deux thèses opposées, ou alors, comme je l'ai dit, j'ai également consacré une vidéo à ce livre qui est disponible sur mon espace privé, donc je le rappelle, je mettrai un lien en description de cette vidéo si cela vous intéresse. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt.